Je vais vous parler donc d'un sujet qui m'occupe beaucoup en ce moment, la forêt, le bois et la société. J'essaie de vous convaincre que c'est un enjeu majeur pour l'humanité. Je vais sans doute un peu moins parler de ce que vous attendez peut-être autour de l'énergie, mais ça en fera partie, mais pas que. Alors, c'est presque ce qui a été présenté il y a quelques minutes. Globalement, je vais, en guise d'introduction, regarder avec vous quelques enseignements d'histoire, de parler de la forêt et de la société, de parler du regard que porte aujourd'hui la société sur la forêt, essayer de répondre à la question s'il y a consensus entre la forêt et le bois, rétablir quelques données sur ce qu'est la forêt aujourd'hui, sur les menaces qui existent, parce qu'il en existe un nombre certain, parler du bois un petit peu quand même, à travers un exemple qui est lié au Grand Est, et puis poser une question qui est pour moi fondamentale. Peut-on se passer de bois? Réfléchissez bien. Vous y réfléchissez, dites-vous bien que le bois, votre berceau il était vraisemblablement en bois, et votre cercueil, il y a de fortes chances qu'il le soit aussi, donc c'est un matériau qui vous accompagne toute la vie. Donc déjà en cela, il doit être particulièrement important. Alors, je vais prendre, pour regarder un peu ce que l'histoire vous raconte, je vais prendre l'exemple de l'île de Pâques. Alors évidemment, c'est une des théories, il en existe de nombreuses, mais celle-là, elle me plaît bien, donc j'ai pris celle-là. Vous connaissez tous l'histoire de l'île de Pâques, avec les célèbres moailles qui ont été disséminées sur toute la périphérie de l'île. Alors, elle m'intéresse, cette histoire-là, parce que c'est l'exemple, à une petite échelle, de ce qu'on appelle un espace fini. Voilà, un espace fini. Donc, arrivée des premiers hommes, a priori, vers le 5e, entre le 5e et le 13e siècle. À l'époque, l'île était couverte d'arbres. Des palmiers, on en est sûr, des toromyrosénescences tropicales, et puis d'autres dont on n'est pas bien sûr. Ce qui est certain, c'est que le bois a été le matériau important pour les habitants de l'île, pour faire du feu, évidemment, pour faire chauffer la gamelle, la récolte des fruits, la construction des pirogues, des pêcheurs, donc il fallait bien construire quelque chose, et pratiquer la crémation, donc il fallait bien ce qu'il fallait pour faire disparaître les morts, fabriquer des outils, des abris, etc., etc. Puis ils ont eu cette idée un peu étrange de construire ces sculptures monumentales qui étaient toutes prélevées au fond, là, sur la petite montagne que vous voyez, où il y avait la pierre qui permettait de sculpter ça, de tailler ça. Et puis il fallait amener ces énormes sculptures sur le bord de l'île. Et chaque communauté qui représentait les habitants de l'île, c'était à celui, excusez-moi l'expression, qui aurait la plus grande, ou à peu près, c'était un peu une ambition démesurée. Donc, pour transporter ces sculptures-là, il y a différentes hypothèses, entre autres celle avec les extraterrestres, mais je ne l'ai pas retenue. Globalement, on a fait des traîneaux, et puis pour tirer tout ça, on a fait des cordages avec les écorces, en particulier les écorces des palmiers. Donc on a beaucoup consommé de bois pour faire ça, qui était une espèce d'ambition démesurée des grands responsables de l'île. Et cette ambition démesurée des responsables de l'île a fait en sorte, a conduit au fait qu'on a déforesté massivement, en plus de tout le reste. Donc ils avaient des belles sculptures, mais ils n'avaient plus de bois. Et tout ça a conduit à la disparition de la civilisation de l'île de Pâques. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, alors il y a d'autres histoires, j'aurais pu vous raconter, mais j'ai pris que celle-là, parce qu'elle part de l'idée d'espace fini, et notre Terre, c'est un espace fini aussi. C'est intéressant de faire le parallèle. Donc ça nous montre quoi? C'est que les hommes sans bois, dans l'histoire, c'était difficile de survivre. Et l'autre enseignement de cette affaire-là, c'est que quand on récolte sans limite, ou qu'on n'assure pas une gestion durable des espaces forestiers, ça conduit à l'extinction, tout simplement. Donc deux enseignements qu'il est important de garder en tête pour la suite du propos. Alors ça c'est plus récent, c'est pas l'île de Pâques, mais Julius Natterer, professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui est malheureusement décédé en fin d'année dernière, c'était pour les gens comme moi qui s'intéressent à la construction bois, une sorte de mentor.
personnage extraordinaire. Et un peu avant de mourir, il a eu cette phrase qui a laissé un peu rêveur beaucoup de monde: seule la construction bois peut sauver les forêts du monde. Et quand on réfléchit bien à cette idée-là, elle est plus qu'intéressante. Bon, vous savez que la construction, le bâtiment, de manière générale, en termes de responsabilité sur les gaz à effet de serre, c'est à peu près un quart du problème, pas loin. Hein. Et vous savez aussi, par ailleurs, que nos forêts souffrent. Vous savez, hein, toi qui m'as dit tout à l'heure, en tant que propriétaire forestier, que tes épicéas avaient été ravagés par les scolytes. Voilà, un exemple de souffrance de nos arbres. Et si nos arbres souffrent, la vision la plus emblématique pour chacun d'entre nous, c'est bien évidemment le problème des scolytes, des HDA venus en masse. Hein. 3 sur 5, extraordinaire. Si nos arbres souffrent, c'est entre autres parce qu'il fait chaud et que la sécheresse impacte évidemment sur les arbres deviennent faibles. Ils sont incapables de résister aux attaques de différents prédateurs. Donc pour qu'ils souffrent moins, il faudrait qu'on trouve une solution pour que ces températures qui augmentent sans cesse augmentent un peu moins vite. Et je le développerai par la suite. Il est évident que dans le domaine de la construction, le bois a un intérêt plus qu'essentiel. Hein. Il peut contribuer, en développant la construction du bois, à réguler ces problématiques d'effet de serre, ces problématiques de CO2 atmosphérique qui ne cessent d'augmenter, et par ricochet, évidemment, de contribuer à sauvegarder les forêts du monde. Donc le Julius, il n'avait pas fondamentalement tort. Vous avez un exemple de ce qu'il a réalisé dans sa carrière en termes d'utilisation du bois dans le bâtiment. Il a fait des choses magnifiques. Beaucoup en Suisse, en Allemagne, en Autriche, etc. etc. Et puis il y a un autre monsieur que, à mon avis, personne ne connaît, c'est Egon Clesinger, 1905-1979. C'est sans doute un des premiers qui a écrit une thèse de doctorat sur les industries du bois. C'était en 1931. Il était fondateur du Comité international du bois. Il a introduit la foresterie à la FAO. Et il a commis un livre qui s'appelle, en 1943, c'est important la date, hein, en 1943, qui s'appelle « Demain, l'âge du bois ». Et j'ai eu la chance, je l'ai trouvé tout à fait par hasard, un jour où j'habite pas très loin de Fontenay-la-Joute, vous savez, le village du livre, près de Dakar, hein, et je l'ai trouvé au fond d'un carton. Et évidemment, le titre m'a interpellé, et bon, vous ne le trouverez plus, il est épuisé depuis très longtemps. Mais c'est un bouquin passionnant dans lequel je me replonge très régulièrement parce qu'il a à peu près analysé, à l'époque, hein, 43, je rappelle, hein, 43, on était à la fin de la guerre, c'était pas loin, et puis on était dans une période de reconstruction, de crise majeure au niveau de la planète. Il avait réfléchi sur ce que le bois était susceptible d'apporter dans cette période dramatique de l'histoire. Il faisait état évidemment des milliards de déshérités, hein, qui en avaient massacré les maisons, hein, tout simplement. Quand on y réfléchit, on est un peu dans la même situation. Les déshérités, on en a aussi pas loin, peut-être pas des milliards, mais ça commence à y ressembler. Et il avait vu à quel point on pouvait, avec le bois, apporter des solutions. Il parlait de quelque chose, l'arbre-usine. Bon, j'ai évité d'utiliser le terme parce que ça froisse un peu les amoureux des arbres. Mais on le dira par la suite, hein, si on prend l'arbre comme un dispositif qui est capable de fabriquer un matériau, c'est un truc formidable cette affaire-là. On y reviendra par la suite. Il avait déjà à l'époque poussé un cri d'alarme, comme quoi il fallait planter davantage d'arbres. Il avait parlé d'un modèle industriel qui était le système intégré. Il avait imaginé qu'avec le bois, on pourrait faire des aliments pour l'homme et le bétail, on pourrait faire de l'énergie, à la fois solide, liquide et gazeuse, des maisons par millions. Il avait déjà évoqué que le bois arriverait en compétition avec le pétrole. Je rappelle qu'on est en 43, c'est vieux cette affaire-là. Il avait mis un peu le nez dans ce qu'était la chimie du bois et vu que la cellulose était une molécule assez prodigieuse et qu'on pourrait vraisemblablement faire beaucoup de choses, ce qui est le cas. Il avait parlé des clés mystérieuses de la chimie du bois, il avait parlé des bois reconstitués, c'était révolutionnaire à l'époque, hein, cette vision-là. Il avait parlé des bois améliorés, et il avait parlé de quelque chose qui était important pour lui, c'est qu'il y ait une sorte d'intégration entre la forêt
et globalement l'industrie du bois. Et puis poser une question qui était déjà essentielle à l'époque, avons-nous assez de bois? Voilà, alors, évidemment, il faudrait vraisemblablement réécrire cet ouvrage-là à l'aune de tout ce qu'ont été les avancées scientifiques, mais pour moi, c'est un des visionnaires les plus inspirants qui soit dans notre domaine. Un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est Luc Schuiten. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Luc Schuiten. Pour ceux qui aiment les bandes dessinées, avec son frère, il a écrit un certain nombre de bandes dessinées, Luc et François Schuiten. Bon, c'est un peu de la science-fiction, et entre autres Xara, qui est une BD assez connue. Alors, Luc Schuiten, il se trouve qu'on l'a eu à Épinal comme parrain des défis du bois en 2014. C'est un bonhomme formidable, d'une gentillesse extrême. Et puis il le dit très humblement, tout ce que j'ai dessiné, jamais rien n'a été construit. Donc, grande humilité. Hein. Mais par contre, c'était là aussi, dans le domaine de la construction et de l'utilisation du bois, un véritable visionnaire. Et c'est toujours, parce qu'il n'est pas décédé. Il a beaucoup pensé, il a beaucoup réfléchi à ce que seraient nos cités dans le futur. Il a écrit entre autres un bouquin qui s'appelle Vegetal City, vous apercevez à gauche. Enfin voilà, là encore de ces gens qui prennent le temps de réfléchir, de penser, et qui sont des gens qui inspirent. Alors, pour vous montrer sa pensée, j'ai sauté des étapes, hein, parce qu'il avait fait toute cette série de planches il y a déjà un certain nombre d'années. Il avait pris une rue de Bruxelles, et puis il l'avait dessinée dans son évolution, hein, au cours des années, au cours des décennies. Donc vous l'avez telle qu'elle était. Je cherche le pointeur, mais je ne trouve pas le bouton. C'est celui-là peut-être, donc c'est pas celui-là, c'est peut-être celui-là. Voilà, ça y est, j'ai trouvé, merci. Je dis merci à moi-même parce que j'ai trouvé. En 1850, à Bruxelles, la rue en question, c'était celle-là. En l'an 2000, c'est l'arrivée de la verticalité, du béton, du verre, de l'acier, donc la rue a évolué. En 2100, parce qu'il va au-delà, hein, il réfléchit loin, voilà à quoi il pense que sa rue de Bruxelles va ressembler. Donc là, on est dans l'arrondi, la courbe, l'intégration du végétal, l'utilisation du bois, enfin, etc., etc. Et puis j'ai mis en parallèle deux choses qui me paraissaient intéressantes. Donc cette vision de ce que sera sa rue en 2100, hein, sa rue de Bruxelles. Et puis j'ai mis, donc il avait fait ça, donc il se définit lui-même comme un architecte utopiste, hein, c'est bien l'utopie. Et j'ai mis en parallèle ce qui a été un projet de Google pour sa ville du futur. C'est un projet qui a failli voir le jour à Toronto. Bon, il était reporté pour différentes raisons. Mais quand je mets ces deux images en parallèle, hein, pour Google, qui doit quand même avoir des gens intelligents dans cette affaire-là, hein, qui pensent un peu le futur, et quand on met en parallèle ces deux images-là, je ne dis pas qu'elles sont similaires, mais elles s'inspirent l'une de l'autre, quelque part, et c'est plutôt celle-ci qui s'inspire de celle-là. Donc voilà des gens qu'il faut écouter. Moi j'aime bien les architectes utopistes, parce qu'ils nous montrent vraisemblablement ce que sera le monde demain, et peut-être mieux que des scientifiques. Voilà, il faut écouter tous ces gens-là. Et puis là encore, un enseignement de l'histoire, donc ça fait lien tout de suite avec le sujet qui est votre sujet de prédilection, que je traiterai partiellement. C'est l'histoire des forêts françaises. Et ces forêts françaises, elles ont eu un point creux, hein, et puis elles ont commencé à regrapper quand on a abandonné la fabrication du charbon de bois, parce que le charbon de bois, on en faisait en quantité astronomique pour l'industrie, de manière générale, et on a failli déglinguer toute la forêt française par ce biais-là. Donc, moi, mon discours sur le bois énergie, je ne suis absolument pas contre le bois énergie, c'est pas du tout le propos, mais pour moi, c'est la dernière valorisation possible. Quand on ne sait plus quoi faire avant de faire de l'énergie avec le bois, quand on ne sait vraiment plus quoi faire, on fait de l'énergie. Mais avant, on fait autre chose, parce que le bois, c'est un matériau tellement exceptionnel, hein, que faire pousser des arbres pour les faire brûler dans les décennies qui suivent. Alors, quand je dis dernière valorisation possible, ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre d'arbres, je pense en particulier au bois d'éclaircie, qui ne peuvent pas avoir d'autres débouchés que ça. Hein. Bois d'éclaircie, vous connaissez le principe, hein. Si j'ai une parcelle forestière, j'ai des arbres qui ont été plantés, ou qui ont même pu avoir de la régénération naturelle, c'est comme dans votre plate-bande de radis, hein. Si vous laissez tout, vous allez avoir des trucs maigrelets qui vont se faire
la guerre les uns avec les autres, et si vous voulez avoir des beaux arbres ou des beaux radis, eh ben, il faut aller éclaircir, c'est le principe. Hein. Donc avec les bois d'éclaircie, on peut faire de l'énergie évidemment, on fait beaucoup, le papier était principalement fait avec ça, hein, ce qui est donc un des points qui m'énerve quand vous avez dit que je me mettais en colère, hein, quand on parle du papier et qu'on dit il ne faut plus écrire de livres parce qu'on va sacrifier les forêts du monde, ça me fait un peu rigoler parce que le bois qui était utilisé pour fabriquer le papier, c'était du bois d'éclaircie qui permettait de faire en sorte qu'on ait des belles forêts. Donc, voilà. Mais c'est un autre sujet. Et puis toujours sur ce sujet, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la forêt, parce que évidemment le thème de l'énergie, qui est le thème de prédilection, il est encore amplifié aujourd'hui avec les problèmes du gaz russe, avec les problèmes de l'Ukraine, j'en passe les meilleurs, et on sait pertinemment que dans les mois et les années qui viennent, la pression sur la forêt en termes de bois énergie va être plus forte, c'est évident. Donc il faut faire attention avec ça. Hein, et il ne faudrait pas que la forêt, ça devienne un champ de pétrole vert. C'est absolument pas ma position. Je répète encore que la valorisation énergétique, pour moi, c'est la dernière valorisation possible, et rien d'autre. Et je vous recommande la lecture de ce bouquin de Fabienne Tisserand, qui est une journaliste qui pense beaucoup et qui disserte sur le sujet. Pour moi et pour beaucoup, et pour l'Interpro, la forêt, elle est multifonctionnelle. Je reviendrai sur le terme. Elle est multifonctionnelle. Elle n'est pas faite que pour ça, ou pour ça, ou pour ça. Elle est multifonctionnelle et j'y reviendrai. Alors, la forêt et la société, pourquoi on en parle de plus en plus? Parce que la forêt, c'est un thème qui intéresse la société, peut-être plus que jamais aujourd'hui. La preuve, c'est que vous êtes somme toute nombreux dans cette salle. Et des causeries sur le thème, j'en fais beaucoup. Donc il faut s'interroger à ce qu'est finalement la société. Déjà, on se pose la question. Hein, globalement, la société est en train d'évoluer. Je ne vais pas parler enfin, si j'en parlais tout à l'heure, mais globalement, il y a quelque chose qui est un écart qui est en train de se creuser. Hein, c'est les populations urbaines et les populations rurales. C'est comme ça, et ça va pas s'arranger. L'écart sera de plus en plus important, c'est une évidence. Et ce qui ne va pas s'arranger non plus, et je fais un peu le parallèle avec ce que je racontais sur mon île de Pâques, c'est que la Terre, c'est aussi un espace fini, qu'on le veuille ou non, c'est un espace fini. Hein. Alors quand j'ai préparé ce truc-là, hein, le 4 mai 2022, il y a quelques jours, on était 7 milliards 891 millions 676 660. Hein, voilà, et ça ne cesse d'augmenter. Sur cet espace fini, donc il arrive un moment, évidemment, on risque d'avoir quelques petits soucis. Donc, moi, j'utilise les références de cette affaire-là. Voilà, je trouve, populationmondiale.com. On a en permanence un compteur qui vous donne le différentiel entre les gens qui meurent et les gens qui naissent. Voilà. Hein. Et ce différentiel-là, il est de 227 000 par jour. Alors 227 000 par jour, c'est peut-être pas très causant, mais pour vous donner un ordre de grandeur, bien les ordres de grandeur, hein, ça fait une Islande, la population de l'Islande tous les jours et demi, à peu près, hein, ça fait le Luxembourg tous les 2 jours et demi, et ça fait une Norvège tous les 24 jours. Donc ça commence à causer davantage. Hein. Alors le problème, c'est que 227 000 habitants par jour, à la limite, c'est pas très grave, mais ce qui devient grave, c'est que c'est 227 000 nouveaux consommateurs par jour. Pourquoi je change le terme? Parce qu'il fut un temps, et c'est peut-être un peu choquant de dire ça, mais les gens qui étaient pauvres et qui avaient un faible niveau de vie ne le savaient pas. Hein, ils ne savaient pas. Aujourd'hui, ils savent tous. Hein, vous allez n'importe où dans les endroits les plus reculés de la planète, hein, le iPhone a envahi la planète entière, et tout le monde sait que les nantis que nous sommes des nantis. Et c'est tout à fait naturel qu'il y ait aspiration à le devenir à son tour. Donc 227 000 consommateurs par jour, qui veulent tous la même chose et qui est tout à fait légitime. Ils veulent se loger, se nourrir, vivre, voyager. Moi qui suis un grand sentimental, je dis, ils veulent aussi aimer de temps en temps, puis quand votre chérie est à l'autre bout du monde, il faut prendre l'avion. C'est pas toujours comme les circuits courts et les usages locaux. Alors, d'autant plus que tout ça est en train de se compliquer. Quand je parlais des milliards de déshérités de l'après-guerre, vous avez bien tous conscience que les réfugiés
On en a aujourd'hui qu'on accueille à bras ouverts, les réfugiés ukrainiens. On est moins sympa avec les réfugiés d'ailleurs. Et puis on va avoir les réfugiés climatiques qui vont arriver. Il faut s'y attendre, c'est inévitable. Donc tout ça complexifie évidemment le problème. Alors j'ai ressorti l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On peut penser qu'il y a quand même quelques textes de référence qui font qu'on fasse société. Et ça, c'est un texte de référence. Et là-dedans, le logement, c'est un élément très clairement identifié. Alors, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui m'agace, et je vais le dire profondément et tout de suite, puis on n'en parlera plus. Quand on parle de l'industrialisation de la forêt, ça m'agace profondément. Ça m'agace profondément parce que si on récolte du bois, c'est pas pour comment dirais-je, engraisser des gros industriels avec des gilets, et puis, ou des propriétaires forestiers qui vendent leur bois et se font du blé sur le dos de l'humanité. C'est pas ça. C'est tout simplement parce que on a 227 000 nouveaux consommateurs par jour, et que sur l'espace fini qu'est le nôtre, faut bien trouver une solution. Donc, alors, à titre d'exemple, quand on parle de capitalisme, etc., dans la filière forêt-bois, ça me fait un peu doucement rigoler. Est-ce que vous avez idée de la taille moyenne des entreprises de toute la filière forêt-bois dans le Grand Est? 5. 5 personnes par entreprise. C'est assez révélateur du grand capitaliste mondialisé. Alors, là où c'est un peu inquiétant, et c'est pas parce que à Nancy que je vais le dire, mais je vais le dire quand même, c'est qu'on voit de plus en plus apparaître une sorte de dichotomie en termes de vision sur la forêt entre les gens des villes et les gens des campagnes. Bon, moi, je le mesure quasiment tous les jours. Quand on regarde ce qu'est la forêt pour les urbains qui ne cessent de progresser, et c'est pas leur faire injure que de dire ça, la forêt pour tout le monde, et je suis sûr que pour vous ici, tous rassemblés, pour moi aussi, la forêt c'est un paysage, c'est aussi un espace récréatif dans lequel on fait des tas de choses, c'est un espace de loisirs, c'est un poumon vert, un sanctuaire de biodiversité, alors ça c'est gentil, un absorbeur de CO2, un stabilisateur des sols, un filtre pour les eaux, et puis il y a aussi une notion qui est importante de préciser. Pour la plupart des gens, quand vous leur demandez à qui appartient la forêt, elle appartient à tout le monde. Ben non, la forêt n'appartient pas à tout le monde. La forêt, elle a des propriétaires. Alors quand vous regardez au Pecno, moi je suis représentant des Pecno, j'habite dans un village de 150 habitants, c'est tout ça, mais c'est aussi tout ça. C'est-à-dire que la forêt, c'est aussi un endroit où on chasse, c'est aussi où on va récolter 2-3 choses, c'est la pratique toujours existante des affouages, même si les affouagistes diminuent d'année en année, mais ça existe toujours. C'est un endroit où on récolte du bois par rapport aux besoins qui sont les nôtres. C'est un endroit, et c'est surtout un endroit qui crée de l'emploi, c'est important, c'est fondamental. Et puis on sait tous que la forêt, elle appartient soit à la commune, soit à des propriétaires privés, soit à nous autres à travers les forêts domaniales. Mais tout de suite, pour être très clair, 75% de la forêt française appartient à des propriétaires privés. Il y a une exception dans le Grand Est, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, la forêt elle appartient à quelqu'un, c'est comme ça. Alors, pour bien montrer aussi qu'il y a une vision qui peut faire débat, ça c'est le travail de Christine Farcy, qui est une collègue belge, entre autres dans la sociologie, et qui a analysé l'Eurobaromètre PAC, c'était les chiffres de 2016, c'est pas fait tous les ans parce que c'est un gros truc, 30 000 interviews directes auprès de 28 pays membres de l'Union européenne. Quels sont selon vous les avantages les plus importants fournis par les forêts? Alors on retrouve tout naturellement le gros paquet là que j'ai évoqué, ça absorbe le CO2, tout le monde a compris que les arbres pour pousser, la photosynthèse, ça avait besoin d'un truc dont personne ne veut, c'est le CO2 atmosphérique. Donc les arbres, ils sont champions du monde pour ça, ils vont pomper le CO2. Ça assure la biodiversité, ça assure la protection de tas de choses, les sols, les nappes phréatiques, j'en passe des meilleurs. Et derrière ce gros paquet qui fait quasiment unanimité, vous en avez un beaucoup plus petit ici, possibilité de faire de l'énergie et des matériaux de construction. Alors c'est un peu troublant que les loisirs soient là, mais c'est pas grave. Et puis par contre, moi ce qui mérite profondément, c'est que la forêt soit générateur d'emplois en zone rurale, tout le monde s'en fout, alors que c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Alors,
comment la société voit-elle la forêt et par quel canot voit-elle la forêt? On peut se poser la question. J'ai mis cette image-là parce que quand vous balancez ça comme ça, brutalement, sans explication, et puis que votre papa est bûcheron, vous comprenez bien que ça secoue un peu, quoi. Hein, papa, tu es un assassin. Ça, c'était une campagne de Greenpeace, alors, qui avait du sens parce que c'était une campagne qui visait à protester contre la déforestation en zone tropicale. Bon, ça avait du sens parce que, pire encore, ça n'avait pas de sens parce que quand on regarde pourquoi on déforeste en zone tropicale, c'est pas pour prélever du bois, pour faire des menuiseries la paire ou je ne sais quoi. C'est un pouillème du problème. Le gros du problème, c'est le développement de l'agriculture industrielle, hein, pour faire du soja, pour faire des pâturages, pour faire des hamburgers, j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, les images choquent comme ça, c'est sûr que quand on parle, parce que c'est un vrai sujet dans notre milieu, hein, l'attractivité des métiers, hein, de forestiers entre autres, et pour trouver des vocations pour des bûcherons ou des débardeurs, il va falloir se lever de bonne heure, quoi, hein, avec des messages qui sont véhiculés de cette nature-là. Et de manière un peu plus douce, mais les images finalement que chacun d'entre nous reçoit en permanence, c'est des images qui sont toutes négatives. C'est les incendies, la déforestation. Alors, les incendies, il y en a tout le temps, donc on y va. Hein. Puis en plus, en termes de promotion sur le bois, l'incendie de Notre-Dame, un drame national, j'y reviendrai. C'est un espèce d'amalgame permanent entre les coupes rases dans le Morvan que je ne nie pas. Mais dire que les coupes rases dans le Morvan, c'est l'exemple de ce qui se passe sur tous les territoires forestiers français, ça m'agace profondément. Allez voir si, dans le Grand Est, on fait des coupes rases en dehors des coupes sanitaires pour régler le problème de tes épicéas. Hein. Et sinon, on ne fait pas ça. Donc, voilà, on est toujours dans ces discours qui, évidemment, font que les choses se compliquent. Et puis, on rajoute, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a la crise des scolites, et les images que vous avez en permanence à la télé, évidemment, une plantation d'épicéas scolités, c'est pas chic, hein. Hein, d'autant plus qu'il faut l'exploiter tout de suite, parce que si on ne l'exploite pas tout de suite, ça va aller plus loin. Hein. Donc voilà. Et puis vous rajoutez tout ce que vous avez, les arbres qui ont une âme, j'en passe et des meilleurs. On va passer J'ai juste un truc sur l'incendie de Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame, c'est quand même révélateur d'une absence de culture globale sur les problèmes de forêt et d'utilisation du bois. Quand Notre-Dame a brûlé, ce que tout le monde regrette évidemment, hein, dans les minutes qu'on suivit, hein, entre autres, ça c'est un ancien ministre de la Culture, fort reconnu sur la place de Nancy, né à Mercourt, et dont le prénom est Jacques. Vous voyez de qui je veux parler, sans le citer? Voilà. On ne va quand même pas raser la forêt pour reconstruire Notre-Dame. C'est quand même terrible d'entendre ça. C'est quand même, alors, 3500 mètres cubes de chêne, il y avait dans cette magnifique charpente de Notre-Dame. 3500 mètres cubes de chêne. Pour vous, pour les Parisiens, ça fait un sacré foutu de tas de bois, ça. Hein. Mais ça représente quoi? Parce qu'il y a un truc qu'on oublie, c'est que les arbres, tous les ans, ils grossissent. C'est ce qu'on appelle l'accroissement biologique annuel. Et l'accroissement biologique annuel, il se produit par l'extérieur, là, hein, au niveau du cambium. Et pour revenir sur les scolites, ils s'installent là. Donc là où il y a la division cellulaire pour faire croître l'arbre, le scolite il est là et puis il racle tout. C'est comme si vous mettez un éléphant dans votre cuisine, vous avez pu manger beaucoup. Hein. C'est à peu près la même chose. Donc une fois qu'on a compris ça, que l'arbre tous les ans avait ce qu'on appelle un accroissement biologique, hein, on peut aborder la notion d'accroissement biologique annuel. C'est-à-dire c'est des volumes de bois qui sont produits tous les ans par tous les arbres de nos belles forêts. Alors, moyennant ça, 3500 mètres cubes de bois, j'ai appelé ça un peu d'arithmétique. Bon, j'aurais peut-être pas dû enlever ça j'aurais dû enlever ça pour venir ici, mais enfin, c'était sans doute un jour où j'étais énervé. Hein. La charpente de Notre-Dame, il faut entre 1000 et 1500 chênes pour la reconstruire. Alors, 1500 chênes, drame national. Simplement, on oublie une chose, c'est qu'on a 1,3 milliard de chênes dans les forêts françaises. Donc le pourcentage, vous pouvez le calculer, c'est quand même assez epsilonesque. Et puis ce qu'on oublie, c'est que l'accroissement biologique annuel des chênes français, c'est 14 millions de mètres cubes par an. Tous les chênes de France,
Ils ne sont pas scolytés, ceux-là, pour l'instant. Hein. Ils grossissent et ils font des mètres cubes. Et la récolte annuelle, c'est de 2 à 3 millions de mètres cubes. Sur les 14 millions, il en reste, puis il y a 4 millions de mètres cubes, c'est le bois de feu avec les houppiers, enfin, etc., etc. Et là, ce qui fait que la chaînée française progresse régulièrement. Donc j'ai fait le calcul du temps nécessaire par la forêt française pour fabriquer les 3500 mètres cubes de la charpente de Notre-Dame. Alors c'est de l'arithmétique niveau certificat d'études primaires. Hein. Et vous arrivez à 2h18. Donc en 2h18. C'est effectivement un drame national. Hein. Donc la reconstruction de Notre-Dame correspond à 2h30, j'arrondis, hein, d'accroissement biologique de la forêt de chêne français. Donc, au-delà de l'anecdote, bon, ça prête évidemment à sourire, mais au-delà de l'anecdote, ça met le doigt sur quelque chose que peu de filières matériaux peuvent montrer. Hein, c'est qu'on est en permanence dans quelque chose, on est en fait sur un matériau qui pousse. Et vous pouvez essayer de planter un barreau d'XC38 ou une nuance d'aluminium quelconque dans votre jardin, ça va marcher nettement moins bien que de planter un rejet de tout ce que vous voulez, ça marchera beaucoup mieux. Donc, moyennant ça, est-ce qu'on peut ouvrir la bouteille pour que je boive un coup? Il y en a déjà. Je vous remercie infiniment. Moyennant ça, la question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il un consensus sur la forêt et le bois dans notre belle société? Alors là, j'ai parlé du bois. Alors j'ai pris un vieux sondage qui avait été fait en 2009 où on demandait à tous nos concitoyens ce qu'ils pensaient des matériaux qui faisaient leur quotidien. Donc pour faire simple, le bois, le béton, l'acier, le PVC. Bon. Ils sont tous des matériaux d'avenir. Le bois avait cette réputation d'être plus cher que les autres. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que on aurait posé la question il y a 15 ou 20 ans, on n'aurait pas eu ça. Mais là, maintenant, ça y est. Tout le monde a compris que le bois, c'était aussi un matériau solide. Alors, moi qui suis mécanicien, solide, ça ne veut rien dire du tout. Mais enfin, voilà, vous avez compris ce que ça voulait dire. Le syndrome, vous savez, de la cabane des 3 petits cochons est effacé, on n'en parle plus. Le bois, il fait une sorte d'unanimité autour du fait que c'est un matériau écologique, c'est vrai, donc on n'y reviendra pas la suite. Et puis que c'est un bon matériau. Alors, la brouter, ça ne mange pas en salade, hein, mais bon, moi je partage assez ce point de vue, mais on a le droit d'être... Bon voilà, donc alors la question qu'on pouvait se poser en 2009, est-ce qu'il s'agit d'un phénomène de mode? 2021, c'est-à-dire l'année prochaine, l'année dernière, excusez-moi, je dois être fatigué, l'année dernière, la même question a été posée, peut-être pour le même genre, parce qu'ils avaient vieilli, hein, et là encore, on retrouve sur le podium le matériau qui est reconnu comme matériau de construction le plus écologique qui soit, c'est le bois. Bon. Après, vous avez c'est la brique, et puis là, vous avez le verre, me semble-t-il. Donc tout le monde a compris que l'introduction du bois est utile pour réduire l'empreinte carbone des constructions. Donc phénomène de mode qui, semble-t-il, c'est confirmé. Alors, le débat, enfin, moi je suis sûr que ce soit encore ce débat-là, hein, entre l'utilisation du bois, la forêt, etc. Bon. Ici, moi je me suis amusé à taper la maison de rêve de l'écologie militant sur un moteur de recherche, et j'ai pris Ecosia, parce que celui-là, quand vous l'utilisez, vous plantez des arbres, hein, c'est bien ça, hein, c'est ça. Bon, vous avez une maison en bois au milieu de la forêt. Bon, donc, a priori, tout doit baigner. Donc, il y a une forme de consensus. Tout le monde aime le bois, ou à peu près. Bon, d'ailleurs, vous êtes assis sur du bois, mais à peu près, on va dire tout le monde aime le bois. Puis par contre, tout le monde est unanime pour dire qu'il aime la forêt. Donc, c'est le bonheur absolu. On s'aime tous les uns les autres, tout va gazer. Mais le problème, c'est que quand on commence, pour construire une maison, à couper des arbres, là, il n'y a plus consensus. Hein. Alors, évidemment, c'est l'éternel problème, pas dans ma forêt, c'est vieux comme le monde, cette affaire-là. Hein, vous vous rappelez tous du poème de Ronsard. Hein, écoute, bûcheron, arrête un peu le bras, ce ne sont pas des arbres que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force les nymphes qui vivaient dessous la dure écorce, etc., etc. Moi, j'ai appris ça dans mon école primaire. Bon, donc touche pas à ma forêt. Alors, ce qui fait que ça pose une équation à laquelle j'ai pas forcément de solution, qui est celle-là. Comment utiliser le bois sans couper les arbres?
Alors, il y a peut-être une ébauche de solution qui est en train de se dessiner dans le domaine du bâtiment, c'est la réutilisation. Moi, je travaille, entre autres, avec un certain nombre, avec Vogelis, qui est un bailleur social. On va reconstruire un bâtiment neuf et on va utiliser les matériaux de déconstruction de l'ancien pour refaire le neuf, dont la charpente. Bon, c'est compliqué, c'est sûr qu'il faut se gratter la tête pour trouver des solutions, mais c'est une ébauche de solutions. Alors, le problème, c'est qu'on est en train d'être confronté à une sorte de radicalisation qui est, je vous garantis, vous n'êtes peut-être pas au courant de ça, mais ça prend des proportions assez graves. Hein. Assez graves. Ce qui était sans doute le plus emblématique, c'est l'incendie de la coopérative forestière Mécaflore à Ussel, avec des inscriptions partout qui ne laissaient aucun doute sur l'origine criminelle. Nos pauvres collègues de l'ONF qui se font crever leurs pneus, qui sont insultés tous les matins, des forestiers aujourd'hui, travailleurs de la forêt, bûcherons, débardeurs, transporteurs, même gestionnaires forestiers, il n'y a pas une journée aujourd'hui en France où il n'y a pas un problème. Avec globalement la société. Avec le randonneur qui ne comprend pas pourquoi on a coupé l'arbre, pourquoi il y a un tracteur forestier qui passe dans son sentier où il va se promener. Lors des assises de la forêt et du bois de début de cette année, une déclaration commune qui a été signée par tous les acteurs de la filière, hein, pour évidemment dénoncer ces actes de vandalisme et ces assises. Alors, il faut espérer que ça ne prendra pas des proportions trop importantes, parce que si en plus du Dédé Ferreux et de son tracteur forestier, il faut le faire accompagner par une compagnie de CRS, ça risque d'être compliqué. Bon, voilà. Donc, on est un peu dans ce... Alors, ça devient d'autant plus complexe qu'il y a d'autres manières de réfléchir et de voir les choses. Alors, je ne vais pas les mettre en opposition, mais quand même un tout petit peu. Quelque chose qui était une hypothèse absolument irréaliste il y a encore quelques décennies, c'est-à-dire une demande de la société de mettre la forêt sous cloche. On ne touche plus à rien. On ne touche plus à rien, c'est le projet de Francis Allais, avec lequel j'ai débattu il y a 15 jours. Hein. Lucie, c'est ça hein. On s'est très bien entendu, on est en gens. 70 000 hectares dans le Grand Est, une forêt, reconstitution d'une forêt primaire, c'est une forêt dans laquelle on ne fait plus de gestion, évidemment on ne fait pas de récolte, on aura le droit d'aller se promener un petit peu mais pas partout, on laisse tout en libre évolution, c'est un modèle. Mais pour répondre à cette demande sociétale, il y a d'autres modèles, il y a d'autres expériences qui sont menées, et je parle de celle-là parce que j'y suis très engagé. C'est le projet de forêt d'exception sur un massif de 50 000 hectares à Darney-la-Vosges, dans le sud des Vosges, où là on travaille avec les gens des villages, 80 communes, sur une forêt qui sera modèle dans le sens où elle va mettre en exergue toutes les multifonctionnalités de la forêt. C'est-à-dire, ce sera une forêt où on accueillera des gens, c'est une forêt où on sera garant de la biodiversité, c'est une forêt où on fera de la récolte du bois, et c'est surtout une forêt qui va être au cœur d'un modèle de développement économique d'un territoire qui est abandonné de tout le monde, 17 habitants au kilomètre carré. Voilà, donc il y a sans doute une autre manière de penser. J'ai d'ailleurs invité Francis Allais à l'issue de la... Et il m'a dit qu'il allait venir voir ça, donc peut-être que je vais réussir à le convaincre, j'en sais rien. Mais bon, une méthode radicale comme celle-là, de mon point de vue, et là je le dis très, très clairement, c'est dangereux parce que ça ouvre la porte à quelque chose qui va nous poser énormément de problèmes. Alors, il faut aussi se poser la question de ce qu'il en est vraiment de la forêt. Parce que parler de la forêt avec notre regard de Nancéen, ou moi d'habitant dans le monde, bon, je parle de ma forêt qui est à côté de chez moi, des arbres que je vois depuis ma fenêtre, ou les vôtres, ceux que vous... Mais de la forêt de là-haut, là, comment elle s'appelle ? La forêt de haie. Mais il y a déjà un vrai sujet de polémique, c'est celui-là. C'est la définition même de la forêt. Tout le monde n'est d'ailleurs pas d'accord, ça. Cette définition-là, elle a le mérite d'exister, parce qu'elle est acceptée par tous les pays du monde, mais elle est contestée par beaucoup de gens, en particulier un certain nombre d'ONG, mais c'est un autre sujet. Alors, qu'en est-il vraiment à l'échelle de la planète ? À l'échelle de la planète, il est très clair qu'en dessous de cette ligne bleue, on est face à une déforestation qui est grave. Une déforestation qui est grave, incontestable, personne ne la conteste, et sûrement pas moi, et je m'appuie sur les chiffres donc, du WWF, hein, donc on peut considérer qu'ils sont plus sérieux que mes chiffres à moi,
hein, de 2021, donc du début d'année. Entre 2000 et 2020, 43 millions d'hectares ont disparu. 43 millions d'hectares ont disparu, ce qui fait quand même beaucoup d'hectares. Hein, c'est plus que les 3500 mètres cubes de Notre-Dame. Alors, c'est lié à l'agriculture industrielle, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc élevage, viande, soja, huile de palme, carburant vert. Donc là, on est incontestablement en déforestation. Par contre, ce qui est clair aussi, c'est qu'au-dessus, là où c'est en vert, on est en afforestation. Afforestation, c'est quoi? C'est-à-dire c'est une progression à la fois en superficie, mais également en volume de bois disponible au nord, en haut de la ligne en question. Donc voilà, sachant qu'un chiffre qui est important également, la superficie forestière mondiale, c'est 4 milliards d'hectares. Quel est le déficit? Pardon? On est à un déficit ou on est sur une... Quel est l'ordre de 43 milliards? C'est le déficit ou c'est... 43 millions d'hectares, c'est la déforestation au sud. Alors du coup, le sol, il est de combien? Alors, le problème, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est qu'entre ce qui se passe au sud, incontestable, et ce qui se passe au nord, l'un ne compense pas l'autre. On est d'accord. On est absolument d'accord là-dessus. Par contre, je vous donnerai un autre chiffre tout à l'heure, ça ne va pas nous rassurer forcément, mais voilà, il faut déjà avoir cette conscience-là, c'est que la déforestation, dire on est en train de massacrer la forêt partout, c'est pas vrai. On n'est sûrement pas en train de déforester dans l'hémisphère nord, ça c'est une idiotie. Là, c'est deux courbes, une courbe plus exactement, avec 4 segments, qui parlent de l'évolution des volumes de bois sur pied. Donc les sources, c'est un collègue chercheur à l'INRA qui date de 2019, sur 4 pays, on va dire, d'Europe, hein, Finlande, France, Suède, Allemagne, et sur des pays qui ont mis au point des outils de mesure de ce que sont les évolutions, à la fois des hectares, des stocks, etc. etc. Donc ce qui explique que le petit segment sur l'Allemagne il est plus court que les autres, parce qu'avant il n'y avait pas véritablement de dispositif de mesure qui était cohérent avec les autres. On constate que ça augmente partout, c'est une réalité que personne ne conteste. Alors un rapide clin d'œil sur la forêt française, donc elle occupe aujourd'hui 31% de la superficie de la métropole. On n'oublie pas non plus qu'on a 8 millions d'hectares en Guyane. Hein. Alors là, on est dans la forêt primaire ou à peu près. Hein. Il n'y a quasiment pas d'exploitation, un tout petit peu, mais très peu. Une augmentation entre les années 1850 et aujourd'hui qui nous amène à 17 millions d'hectares en 2015. Une grande diversité dans les essences, 138 espèces d'arbres forestiers. Et puis je vais vous passer sur les chiffres qui sont des indicateurs économiques. Puis quelque chose aussi qu'il faut connaître, hein, c'est que notre forêt française, elle est aux 2 tiers feuillus et 1 tiers résineux. Et qu'elle est aux 3 quarts privés, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, et 1 quart public, sauf dans le Grand Est, mais on y reviendra. Alors, quand on parle de déforestation en France, ce que la plupart des gens pensent, je m'appuie ici sur des travaux qui ont été conduits par l'IGN, hein, qui est chargé de l'inventaire forestier national, l'Institut géographique national. Et vous avez ici, c'est une cartographie, plus sévère, plus il y a de forêt, vous avez compris le principe. Et c'est le premier inventaire sérieux qui a été fait, c'est ce qu'on appelle l'inventaire d'Aubrey, en 1908. Et puis, avec le même système de coloration des zones forestières, l'IGN avait refait la même chose en l'an 2000. Bon, pas la peine de faire un discours, vous avez compris. Autre illustration, avec quelques chiffres, pour simplement situer là où on en est aujourd'hui. Là où on en est aujourd'hui sur la forêt, les forêts de France, on est à peu près à ce qu'était le couvert forestier du Moyen-Âge, avec une baisse et puis une augmentation très conséquente ici. Avec toujours, alors je ne vais pas commenter ça, mais même à Épinal, hein, vous n'avez pas les 3 quarts, mais presque, des Spinaliens, alors que c'est écrit capitale du bois, pensent qu'il y a déforestation en France. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas faire grand-chose de plus que ça. Et une autre courbe que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Ça, c'est aussi un travail de l'IGN. Vous avez ici le point de l'inventaire d'Aubrey. Hein, et là, ce sont des volumes de tiges en mètres cubes. Donc, globalement, c'est les volumes de bois disponibles. Et tous les ans, on compte. Et vous voyez qu'entre ce point-là et aujourd'hui, on est sur une pente régulière que rien ne veut perturber ou ne peut perturber, sauf ce point singulier que vous avez là, que vous avez tous reconnu, qui est la tempête, la grande tempête de 1999. Hein, la tempête, oui. Du coup,
coup, vous parlez surface, vous parlez volume, mais pour ce qui est de la composition de la forêt, est-ce que c'est plus de... Est-ce que la forestation en monoculture, ça se fait toujours de manière aussi significative qu'il y a 40 ans? Parce que si au final, si les forêts peuvent disparaître à cause d'une sécheresse... Je reviendrai tout à l'heure. Hein, vous voulez bien? Je prendrai toutes les questions, mais je voudrais dérouler jusqu'au bout, parce que sans doute j'apporterai des éléments de réponse à votre question. Donc un point singulier, l'année 1999, et ce qui personnellement m'émerveille, c'est que la forêt elle était capable, en quelques années, les deux doigts de la main ou à peu près, de retrouver sa courbe de croissance, malgré un dysfonctionnement majeur tel que celui qu'on a connu en 1999. Alors je fais juste un petit intermède sur la Chine. C'est pas que j'aime les Chinois, c'est pas du tout le problème. On parlera éventuellement des problèmes de containers de bois qui partent en Chine, c'est un autre sujet. Mais c'est simplement par rapport à ce que j'évoquais sur l'évolution des forêts du monde. La Chine, c'est un pays qui a compris depuis longtemps que le bois avait un rôle stratégique. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le pays qui plante le plus d'arbres au monde. Ce sont les Chinois qui plantent le plus d'arbres au monde. Ceci dit, ils avaient tout ravagé, donc il était temps de faire quelque chose. Et puis en attendant que leurs arbres soient consommables, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ravagent gentiment l'Afrique, et puis ils viennent chercher des conteneurs de bois ici. Mais globalement, c'est le pays qui, c'est comme ça. C'est le pays, c'est incontestable, c'est fortement documenté, et c'est le pays qui replante le plus au monde. 33 millions d'arbres, c'est des hectares, 33 millions d'hectares, pardon, ont été plantés ces 5 dernières années. Alors, simplement pour mettre en parallèle ces 33 millions d'hectares qui ont été plantés ces 5 dernières années avec les 43 millions d'hectares de la déforestation que j'ai évoquée tout à l'heure. Je ne me fais surtout pas dire que l'un compense l'autre, je vous dis simplement que, retenez ça, qu'aujourd'hui, la Chine, qui est quand même en avance sur beaucoup de choses, est le pays qui plante le plus au monde aujourd'hui. Alors, nous on ne plante pas assez, c'est évident. D'aucuns sont partisans uniquement de la régénération naturelle. On peut l'être, on a le droit, mais cette courbe est assez révélatrice de ce qui s'est passé en France. En rouge, c'est... Alors, pour compter l'effort de replantation dans un pays, il suffit de compter les plants forestiers qui sortent des pépinières. Ça, on est tranquille. Donc en rouge, c'est ce qui sort des pépinières sur la France, et en bleu, c'est spécifique au massif des Landes, où on fait de la monoculture depuis longtemps, de pain maritime. Donc ça a toujours progressé. Alors globalement, depuis qu'a disparu le Fonds forestier national, l'effort de reboisement s'est effondré, c'est clair, on est en retard par rapport à ça. Alors le Fonds forestier national, pour vous expliquer ce que c'est très rapidement, quand un scieur sciait des grumes, il avait une taxe qui était reversée aux propriétaires forestiers, ce qui leur permettait de replanter, etc. Bon, il y a sans doute un peu de lobbying autour de ça, il n'y en a plus, donc c'était la dégringolade. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours un tout petit peu taquin, à renfort de trompettes et tambours. Il y a une annonce fin 2020 du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts qui a annoncé un plan de repeuplement des forêts, 50 millions d'arbres, etc., etc. Bon, moi j'ai fait le calcul, ça fait 0,8 arbres par habitant. Et nos Chinois, qui sont quand même plus nombreux, ils en sont à 47 arbres par habitant. Donc vous voyez qu'on a un petit différentiel qui est quand même révélateur de quelque chose. Et puis, bon, c'est comme ça, dès qu'on évoque la plantation, on ouvre une polémique. D'aucuns pensent qu'une plantation d'arbres, c'est pas une forêt. Ça n'a pas loupé. Dans les semaines qui ont suivi, vous aviez un barnum dans la presse sur cette affaire-là. Bon, là encore, il faut se rappeler un tout petit peu l'histoire. Une des plus belles forêts de France, c'est la forêt du Tronchet. C'était une décision politique de Colbert, parce que la forêt avait été ravagée par l'agriculture, par etc., etc. Et comme Colbert, il avait besoin de chênes pour faire des bateaux, pour aller mettre une roustre aux Anglais, il fallait, il a dit, bon allez, maintenant ça suffit, on plante des chênes. Allez, hop, on plante. C'était une plantation. Et aujourd'hui, c'est considéré... Alors évidemment, il y a eu le travail des forestiers. Le travail des forestiers, vous savez, ils travaillent beaucoup dans l'humidité. C'est pas une science exacte, la foresterie. C'est soumis à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est une des plus belles forêts du monde. Bon, enfin, c'est comme ça. Alors, les menaces, c'est évidemment le réchauffement climatique. C'est le réchauffement climatique. On est persuadé, tous les modèles le montrent,
que la forêt qu'on a aujourd'hui, elle ne sera plus du tout la même dans 50 ans, c'est évident. Hein. On va avoir une migration soit naturelle des espèces, alors soit naturelle, soit assistée. Hein. C'est plus que vraisemblable. C'est plus que vraisemblable que les épicéas de basse altitude vont disparaître, c'est même déjà réglé ou quasiment réglé. C'est plus que vraisemblable que les hêtres dans nos régions vont avoir énormément de soucis, et que dans 50 ans, il n'y en aura vraisemblablement plus. Enfin voilà, c'est une réalité, ça c'est une menace incontestable. Alors, par rapport aux scolites, pour situer les choses et les enjeux, bon, c'est un des travaux, que c'est une des responsabilités de FIBOIS, et ça c'est les chiffres de 2020, septembre 2020, globalement, vous voyez, il y avait à peu près 10 millions de mètres cubes qui étaient concernés par le problème des scolites. Alors ces 10 millions de mètres cubes, ils n'ont pas été transformés, ils n'ont pas pourri, ils n'ont pas été balancés à la chaudière. Le bois scolité, il est exploitable s'il est récolté à temps. Le bois, en termes de qualité mécanique, il est toujours... il est un peu bleu, donc évidemment, je ne vais pas entrer dans le détail, mais enfin, il a fallu évacuer tout ça, c'est une réalité. Alors j'ai mis simplement en parallèle ce qui a été cette estimation de 10 millions de mètres cubes en 2020, aujourd'hui il y en a évidemment plus, par rapport à la tempête de 99. À l'époque de la tempête de 99, on avait un volume sur pied qui était celui-là en France, et on avait eu 140 millions de mètres cubes qui étaient passés à la trappe, qu'il avait fallu traiter, et c'était un problème d'une ampleur bien supérieure à ce qu'on connaît avec les scolites. Puis il y a un autre sujet qui fait débat dans la société de manière générale, et chez les forestiers encore plus, c'est, pour caricaturer, faut-il tuer Bambi? Les forestiers, tous les propriétaires forestiers, n'est-ce pas, Madame Baguet, vous diront, oui, évidemment qu'il faut tuer Bambi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre sylvo-synergétique dramatique qui fait que soit on reconstitue la forêt, c'est une option, soit on laisse le développement anarchique qui est en train de se produire des populations de grands ongulés, et auquel cas on ne reconstituera pas la forêt. Vous avez une image ici de ce qu'étaient les populations de cervidés, de cerfs, en 85, vous avez compris, plus c'est vert, plus il y en a, et ce qu'ils étaient en 2010. Les conséquences, c'est ce qu'on appelle les abrutissements, des frottis, fait crever les arbres pour des tas de raisons. Alors évidemment, il fut un temps où tout ça était parfaitement régulé. Et il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai eu la chance de travailler au Québec. Au Québec, les forêts d'épinettes noires, ils ne m'ont jamais parlé d'équilibre sylvo-synergétique. Il n'y en a pas besoin. Parce qu'il y a des grands prédateurs. Il y a des ours, il y a des loups, il y a des lynx, et c'est eux qui font le travail. Les ours, on n'en a plus beaucoup ici, dans l'Est. Les loups, il y en a quelques-uns qui se promènent, mais à chaque fois, c'est un cirque que vous ne pouvez pas imaginer. Et puis les lynx, moi j'aime beaucoup les lynx. Moi je suis pour la réintroduction des grands prédateurs, je vous le dis tout net. Mais c'est compliqué parce que c'est en termes de... mais c'est la solution, vraisemblablement. Donc pour trouver les solutions, c'est ça. Soit on fait de la protection individuelle, soit on fait de l'engrillagement. Bon, globalement, une plantation, vous pouvez multiplier le prix par 2 ou à peu près. Et puis quand vous faites de l'engrillagement dans une forêt qui vous appartient, et puis que les gens qui ont l'habitude d'aller se promener, ils tombent sur un grillage, vous allez vous faire engueuler et insulter. Donc c'est pas simple. Donc voilà, vous avez quelques chiffres là sur les évolutions des populations de grands ongulés. 22 pour le sanglier, 5 pour le chevreuil, 6 pour le cerf. Alors j'aurai le temps de vous raconter ça, mais je ne vous le raconte pas. Enfin, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, et c'est évident qu'il faut réguler, et que le seul régulateur qui nous reste, et il n'y en a pas 36, c'est le chasseur, il faut accepter ça. C'est comme ça. Alors je voudrais parler du Grand Est, parce que le Grand Est c'est notre région, puis il y a des choses à dire par rapport à ça. C'est une région importante en termes de récolte de bois, en termes de sciage de feuillus, de récolte de hêtres. Et un chiffre qui est important, quelque chose qui est important de noter, c'est la première région française en matière de certification. Donc vous connaissez les certifications, vous le voyez sur les documents en PEFC, FFC, etc. Donc la garantie que les bois qui sont tirés d'une forêt, et cette forêt est gérée durablement, c'est-à-dire qu'elle est remise, soit elle est replantée, soit elle est remise en régénération naturelle,
bon, enfin, etc., etc. Donc c'est important, c'est une garantie. Alors la région Grand Est, elle est très particulière parce que, j'imagine, pour la plupart des gens, l'image du Grand Est, c'est les sapins des Vosges. Bon, ça ne tient pas la route 5 minutes. 79% de la surface forestière du Grand Est, c'est les feuillus. 21% sont des résineux. Un tiers du territoire, un potentiel de production un peu plus élevé qu'ailleurs, et puis surtout ce que je vous ai dit tout à l'heure, 58% de forêts publiques, dont un tiers de forêts communales, et puis 2425 communes forestières et 320 000 propriétaires privés. On est au moins sûr d'en avoir 2 dans la salle, peut-être vous aussi. C'est-à-dire la taille moyenne d'une propriété forestière, c'est quelques hectares, enfin, c'est tout à fait réduit, c'est un des sujets qui pose problème. Alors, il y a encore quelques éléments qui sont importants. Donc, dans notre région, on a du chêne en masse, du hêtre, les autres feuillus, le frêne, l'aulne, le charme, enfin j'en passais les meilleurs. Pardon, excusez-moi. Du sapin, 11% seulement, vous voyez, l'épicéa, autres résineux. Alors, l'un des problèmes que l'on a, c'est que la construction bois, dont je vous ai dit que quelque part ça pouvait être une ébauche de solution, et puis que quand on ne savait plus construire avec les bois, après on pouvait faire de l'énergie. Le problème, c'est que les habitudes constructives d'aujourd'hui, elles sont basées sur l'utilisation des résineux. Et les résineux, c'est pas ce qu'on a le plus, quoi. C'est pas ce qu'on a le plus, et on va le voir par la suite. Autre donnée qu'il faut avoir en tête, le volume sur pied de notre région, c'est 420 millions de mètres cubes. Et l'accroissement biologique annuel, c'est 14 millions de mètres cubes. Il y a une mortalité annuelle qui est estimée à 1 million de mètres cubes, et les prélèvements, c'est 8 millions. Donc vous voyez que dans notre région Grand Est, comme partout en France, ce qui explique la progression de tout ça, c'est qu'on récolte moins que l'accroissement biologique annuel. Le taux de pression, il est environ de 64%. Alors, là, vous allez avoir une réponse par rapport à la problématique énergie. Bon, globalement, on considère 3 grandes catégories, ce qu'on appelle le bois d'œuvre, avec lequel on fait de la construction, des menuiseries, de l'ameublement, le berceau de la naissance et le cercueil de la mort. Voilà, c'est tout ça, 43%. Et puis, le bois d'industrie, c'est le papier, c'est l'industrie du panneau, de l'emballage, la chimie qui est en train de pointer son nez, c'est 29%. Et puis, tout ce qui est énergie, c'est 28%. Granulés, bûches, plaquettes forestières, etc., etc. Alors, la région Grand Est, elle est aussi intéressante parce que c'est la région qui est leader dans le domaine de la construction bois. Donc, par exemple, sur le créneau de la maison individuelle, on est à 19,2% dans le Grand Est, plus du double de ce que l'on a en France. C'est une région qui a, pour des raisons qui s'expliquent, d'ailleurs on le verra par la suite. Alors par contre, ce qui est totalement insupportable à mes yeux, c'est que la majorité des produits qui sont utilisés dans la construction bois dans le Grand Est, ce sont des bois que je vais appeler importés. Des résineux, parce qu'on en a, vous avez vu, ça s'explique. Ça s'explique. À peu près 43% du bois qui est utilisé dans la construction au Grand Est, c'est du bois d'importation. Finlande, Suède, Forêt-Noire, Autriche, Suisse, voilà. C'est pas de Chine, vous avez compris. Et ça, c'est pas acceptable. Une autre spécificité qu'on a dans notre région, c'est qu'on a une nouvelle génération de jeunes archis qui ont été formés à la construction bois et qui sont des architectes de talent. Alors, je ne dis pas ça parce qu'on a monté avec l'école d'architecture de Nancy une magnifique formation qui s'appelle le Master Architecture Bois Construction, mais je le dis quand même parce que la plupart des jeunes archis qui sont picousés au bois, ils vous font des trucs formidables parce qu'ils ont appris comment il fallait faire pour faire des choses durables. Exemple d'une petite structure que j'ai beaucoup près de chez moi à Bertrichamp. Les arbres ils viennent de la forêt qui était là, une scie mobile, les gens du village, l'architecte il a pondu un truc, toutes les mêmes sections, tous les gens du village sont venus avec leurs visseuses, ils ont fait un truc qui est un truc moi, que j'aime beaucoup. L'architecte est Christophe Aubertin, il est d'ailleurs à Nancy, il est passé par le Master ABC, le bureau d'études c'est Barthès-Bois, il est à Pont-à-Mousson, il est passé par l'ESTI. Et un peu décliné sur le même modèle, cette grande halle
à Ancy-sur-Moselle. Alors je vous raconte l'anecdote parce que c'est aussi une donnée qui est essentielle dans la société, cette affaire-là. On avait fait la remise des prix pour le palmarès de reconstruction de cette année-là dans ces deux grandes halles. Donc les grandes, hein, oui, un gamin sur son vélo donne l'échelle. Hein, et puis comme il pleuvait, c'est une couverture en polycarbonate, hein, c'est pas... comme il pleuvait, il y avait des gamins qui jouaient, qui faisaient du vélo, puis je suis allé discuter avec eux. Et puis j'en demandais, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ils disent, wow, c'est magnifique, on est fiers. On est fiers. Voilà. Donc peut-être que ce sentiment de fierté qui est apporté par la construction bois, c'est un élément qui est important et qu'il ne faut pas non plus perdre de vue. Un autre bâtiment que j'aime beaucoup, parce que c'est une autre démarche, et c'est la démarche qui fait la preuve que l'on peut construire en bois locaux. Aujourd'hui, pour notre planète, hein, les ressources locales, les circuits courts, il n'y a personne qui va contester cette vision-là des choses. Et on peut faire. L'exemple a été apporté avec ce bâtiment. Alors, il n'est pas d'une architecture flamboyante, hein, c'est pas le centre Pompidou à Metz, mais l'objectif c'était 100% de bois locaux et au prix du marché. C'est l'ONF et la Chambre d'agriculture qui ont construit ce bâtiment. Jean-Luc Gérard était l'architecte, il est passé aussi par le master ABC, et ont été utilisés ce qu'on avait, hein, dans un rayon de 20 km autour d'Épinal. On avait du hêtre, on avait du chêne, on avait du frêne, on avait du douglas, on avait du pin, et on avait des épicéas scolytés. Tout le bâtiment était fait avec ça. Tout, intégralement. Vous l'avez visité, je crois. Hein. Et c'est le premier bâtiment qui était certifié PEFC. La charpente qu'on ne voit pas, elle est en bois scolité. Il y a des traces de bleu, tout le monde s'en fout, ça ne change rien, elle est tout aussi performante d'un point de vue mécanique. Il y a un étage qui donne la parvelle au hêtre. Toute la structure porteuse du bâtiment, c'est du hêtre en lamelé collé, ce qu'on ne faisait jamais. Hein. Et c'est aussi une réponse à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que quand on pense et on réfléchit différemment, avec les ressources dont on dispose dans le domaine de la construction, ça nous amène sur des chemins qui n'ont pas encore été explorés et qui sont en train de l'être. Un autre bâtiment que j'aime beaucoup, qui n'est absolument pas spectaculaire, mais vous allez comprendre pourquoi il me plaît beaucoup, c'est celui-là. C'est le bâtiment du Toit Vosgien, qui est un bailleur social à Saint-Dié-des-Vosges. Peut-être, si vous êtes déjà passé à Saint-Dié, vous êtes passé devant, sans jamais vous rendre compte que c'était un bâtiment en bois. C'était pendant longtemps le plus haut bâtiment en bois de France, 7 étages. 7 étages, cette affaire-là, hein, en bois, vous avez vu la taille des éléments porteurs. Éléments porteurs en bois, isolation en paille. Et un niveau de performance thermique exceptionnel qui fait que utiliser le bois sans passer par l'énergie, c'est possible parce que les caractéristiques d'isolation de ce matériau-là du bois sont immensément plus importantes que les caractéristiques d'isolation du béton, de l'acier, je ne parle pas de l'aluminium qui est une catastrophe, hein, au point de vue conductivité thermique. Et le Toit Vosgien, j'ai rajouté ça, a reçu lors de la dernière COP le premier prix bas carbone du concours international Green Solution Award. C'était à Glasgow, si mes souvenirs sont... Ce bailleur social, lui, il ne réfléchit plus. Tous ces bâtiments, c'est tout uniquement de la construction. Quoi. Pourquoi Jean-Marc Gemmel, qui est à la fois un ami et un gros capitaliste, c'est pas pour ça qu'il est mon ami, il me dit, tu comprends, moi, ton bois, parce que moi, vous avez compris que j'aime ça beaucoup, quoi. Hein, et lui, moi, c'est pas mon problème, moi. Mais moi, ce que je vois avec la construction de bois, c'est que ça va plus vite. Ça va plus vite parce que c'est en filière sèche. Il n'y a pas besoin d'eau pour construire un bâtiment en bois. Hein. Donc, il dit, ça va plus vite. On a développé la préfabrication, ce qui fait que mes loyers, ils rentrent plus rapidement. C'est tout bénéf pour moi. Et comme je fais des bâtiments avec un matériau qui, au point de vue performance thermique, est absolument formidable, les gens que je loge, qui ne sont pas les plus fortunés de la Terre, hein, c'est au mieux des smicards, hein, dans du logement social, ils me disent le peu d'argent qu'ils ont, je préfère qu'ils me le donnent à moi pour payer les loyers, plutôt que de payer EDF ou équivalent pour payer du chauffage. Le calcul qu'on a fait, parce que les coûts, vous les avez là, hein, le coût des charges, pour un truc type T3, 90 € par appartement et par an. 90 €, je répète, 90 € par appartement et par an. Pour l'eau chaude sanitaire, le chauffage, etc., etc. Les gens qui sont dans ces affaires-là, ils veulent plus sortir, ils veulent plus aller ailleurs.
On a fait le calcul que les économies qui étaient faites pour les locataires, donc du logement social, ça correspond, en termes de pouvoir d'achat, à un SMIC. Donc, vous comprenez que dans du logement social, permettre à un foyer d'avoir une économie qui lui permet d'avoir un 13e mois, c'est quand même quelque chose de conséquent. Il faut y réfléchir à cette affaire-là. Mais ce qui est développé par le toit vosgien, c'est monstrueux d'ingéniosité. Toutes les cabines de douche sont mises du 7e jusqu'en bas, c'est le max, échangeur de chaleur, on récupère les calories de la douche pour réinjecter le peu qu'on a besoin pour chauffer, enfin, etc., etc. Tout est pensé de cette manière-là. Et évidemment, avec le bois, on a des caractéristiques thermiques qui sont assez exceptionnelles. L'architecte, c'est Antoine Pagnou, c'est un petit jeune de grand talent. Alors, la question, peut-on se passer de bois? C'est une vraie question. Je vous ai dit tout à l'heure dans mon introduction que ça me paraissait difficile, mais je vais... Alors aujourd'hui, vous avez là, on sait à peu près ce qu'on produit et ce qu'on consomme dans les grandes familles de matériaux dans le monde. Et évidemment, c'est logarithmique là. Le matériau dominant sur la planète, c'est incontestablement le béton. Je ne sais plus quel est le nombre de kilos par habitant, enfin, c'est monstrueux. Après, vous avez, plus surprenant, égalité, l'acier et le bois. 10 puissance 9 tonnes pour être dans la même unité. L'utilisation du bois sur la planète, elle est pas la même. Dans l'hémisphère sud, c'est principalement l'utilisation du bois énergie. Ben, c'est évident, il faut faire chauffer la gamelle, vous n'avez pas le gaz de ville partout, et très peu finalement le bois d'industrie, alors que dans l'hémisphère nord, c'est quasiment l'inverse. Ça, c'est une première donnée qui est intéressante. Alors, 1,9 tonnes de bois récoltés utilisés par an dans le monde, ça ne parle pas beaucoup. Ça vous parle? Non. Alors, c'est un exercice que je donne à mes étudiants en première année quand ils arrivent en septembre. Je leur dis, écoutez, petits gars, 10 puissance 9 tonnes de bois, vous allez me convertir ça en tas de bois. Bon, le coefficient de foisonnement, on s'en fout, on va faire ça à la louche, mais on va avoir un ordre de grandeur. Donc, on va faire un tas de 2 mètres de haut, de 2 mètres de large, et on va calculer la longueur en kilomètres, parce qu'a priori, ça devrait être long, du tas de bois. Alors, il faut se voir, je leur dis, pour mettre ça en perspective, vous calculez ça en pourcentage de la circonférence de la Terre. Ça devient difficile, Alors, il gratouille, et puis il y en a toujours un plus rapide que les autres, il me dit, je crois que j'ai fait une erreur, monsieur. Parce qu'en fait, quand vous calculez la longueur du tas de bois, ça fait 12 fois le tour de la Terre. Ça veut dire que sur notre planète, pour bien montrer à quel point c'est un matériau important, et si on s'en passait, ça poserait quand même un certain nombre de difficultés. Mon tas de bois de 2 mètres par 2, il fait 12 fois le tour de la Terre. Donc en termes de matériaux stratégiques, ça cause un tout petit peu. Je me suis amusé, parce que c'était pendant la journée DHDA, la dame de la région m'a dit, votre truc là avec vos 12 fois, vous ne pourriez pas me faire le calcul simplement pour la région Grand Est. Alors elle avait fait un calcul, puis elle s'était trompée dans les unités, elle avait trouvé un truc qui n'allait pas du tout, donc j'ai refait le calcul. En fait, pour la région Grand Est, les 8 millions de mètres cubes que je vous ai évoqués tout à l'heure, le tas de bois, il va de Strasbourg jusqu'à Kiev. 2000 km. Tous les ans. Et c'est un matériau qui pousse parce que vous avez vu qu'on en consommait moins que ça. Alors voilà, ça c'est une réalité. Alors la question c'est où on va. Alors là encore, je m'appuie sur des gens qui réfléchissent, entre autres le WWF, qui s'intéressent beaucoup à la partie bois. Et selon les projections qui sont faites, la demande en bois mondiale devrait tripler d'ici 2050. À cause de deux choses, l'augmentation de la population, c'est mes 270 000 nouveaux consommateurs par jour, faut bien quoi. Et puis évidemment le développement de la bioénergie. Alors ça fait donc un facteur 3 en 30 ans. Alors je suis incapable de dire si ce sera le cas. Par contre, moi j'ai regardé sur un certain nombre de matériaux, de secteurs que je connais bien, comment ça avait évolué en 10 ans, sur les 10 dernières années. Alors dans ce domaine, par exemple, du panneau de particules, l'OSB c'est un autre panneau de fibre, enfin peu importe, c'est un produit plat à base de bois. En 10 ans, dans le monde, ça a déjà été multiplié par 2. Autre indicateur, tout ce qui est bois énergie, en particulier le pellet, qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, une dizaine d'années à peine. En 10 ans, ça a été multiplié par 7.
Bon, l'ordre de grandeur, là aussi, qui est important d'avoir en tête. Et dans le même temps, bon, c'est pas à vous que je vais vous l'expliquer, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, les énergies et les matériaux fossiles, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais ça va s'arrêter. Là, on est sur des matériaux qui sont renouvelables, matériaux, énergie renouvelable, je l'ai dit. Alors se rajoute à ça ce qui est la RE 2020 dont vous avez dû entendre parler dans le domaine du bâtiment, hein, mise en application au début de cette année, qui vise à apporter sa contribution pour la neutralité carbone en 2050, en particulier dans le bâtiment, avec une incitation forte à l'utilisation des matériaux biosourcés. Et puis de la chaleur renouvelable également. Alors évidemment, la contribution du bois à travers ces deux items-là, elle est assez évidente, parce que des matériaux biosourcés pour construire, il n'y en a pas 36 millions. Hein. Il y en a beaucoup dans le domaine de l'isolation, le chanvre, le coton, la laine de mouton, le lin, la paille, le biscanthus. Mais avec la laine de mouton, vous n'allez pas construire un mur, quoi. Vous allez peut-être l'isoler, mais ça va être plus difficile de le construire. Donc vous avez le bois, qui est éventuellement en association avec le béton. Vous avez la terre aussi qui revient en force. Donc il est évident qu'on va avoir un accroissement de la consommation en bois, c'est tout à fait inéluctable. Alors, je remets ça parce que c'est quand même, enfin moi ça me fascine toujours, quoi. Moi je suis ingénieur dans le domaine de la mécanique. À l'époque j'étais normalement fait pour aller dans la sidérurgie. Hein. Puis j'ai découvert le bois et puis je suis tombé là-dedans, puis je ne m'en suis plus jamais sorti parce que c'est quand même, l'art c'est quand même une machine fabuleuse, quoi. C'est une machine fabuleuse qui fonctionne sans bruit, pas de nuisance sonore, qui en termes d'énergie a juste besoin du soleil, qui a besoin évidemment un peu d'eau, un peu de nutriments, qui a besoin d'un truc dont personne ne veut, le CO2, et qui est capable dans le même temps de produire de l'oxygène. Vous en connaissez beaucoup, des filières matériaux qui ont ces vertus-là. Moi, j'en connais pas des tonnes. Puis je crois que je suis presque à la fin. Donc, la machine que je viens de décrire, là, si j'utilise le terme machine, pour produire 1 mètre cube de bois, pour fabriquer 1 mètre cube de bois, globalement, on ne va pas chipoter sur quelques unités, mais 1 mètre cube de bois, ça correspond à 1 tonne de CO2 qui était stockée dans l'atmosphère, en gros. Pour fabriquer, pour tout le processus de fabrication du mètre cube, l'arbre aura pompé 1 tonne de bois. Alors évidemment, 1 tonne de CO2. À chaque fois que vous allez utiliser mon bout de bois là, dans un emploi durable, dans la charpente de Notre-Dame, hein, elle a quand même largement passé la garantie décennale, la charpente de Notre-Dame, ben, vous allez évidemment stocker. Et puis ce qui est intéressant, au-delà du fait que vous allez stocker naturellement à travers l'utilisation du bois, c'est que vous avez tout ce qui est évité. Évité par quoi? Par l'utilisation d'autres matériaux pour faire le même bâtiment. Sachant que là encore, on peut chipoter sur les chiffres, mais pour produire 1 mètre cube d'acier dans tout le processus de la sidérurgie, 1 mètre cube d'acier, on va être responsable de la production à peu près de 5 tonnes de CO2. Donc c'est du CO2 émis, c'est pas du CO2 pompé. Et pour le béton, ça va être 3 tonnes de CO2, plus le problème de la flotte, qui est un sacré foutu problème aussi à l'échelle planétaire. Hein. Et simplement pour... Alors, voilà, tout à l'heure, je ne me rappelais plus de ce qu'était le béton, mais c'est 150 tonnes par seconde de béton qui sont construites dans le monde, fabriquées dans le monde. Et pour fixer encore les esprits, si je fais le cumul de l'activité mondiale d'ArcelorMittal, qui fait de l'acier, plus de Lafarge, qui fait du béton, c'est équivalent à peu près à la production en CO2 de la France. Donc on peut se poser des questions sur ce qu'aura l'avenir de notre planète en matière de matériaux de construction. Alors évidemment, j'ai bien conscience qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes avec celui-là, mais on va en résoudre un certain nombre, c'est évident. Bon, je ne reviens pas là-dessus sur le fait qu'il ne faut pas oublier dans le triptyque du développement durable la dimension économique, mais simplement dire que, comme vous l'avez vu, j'ai insisté là-dessus, finalement l'utilisation du bois, c'est qu'une réponse des besoins des humains qui veulent tous, etc., etc. Et puis j'aime bien finir avec, ça c'est mon copain Ghislain. Mon copain Ghislain Rousseau, c'est un bûcheron québécois. 81 ans. Bon pied, bon oeil. Il est aussi grand que moi. Il fait 6 pouces. 6 pieds. 6 pieds. Et il est bûcheron depuis qu'il a 15 ans. Et il a
il a on n'a pas tous sur l'écran, mais c'est pas grave. Il a cette sentence qui vaut un bon discours de scientifique, et c'est une belle conclusion. Un arbre, mon Christ de tabarnak, quand je le coupe, ça repousse. C'est comme nous autres, on est, on meurt et on laisse la place au Dieu. Je trouve que c'est plein de philosophie et plein de bon sens cette affaire-là. Et puis je crois que j'ai fini. Ah oui, j'ai une page de publicité, comme dans toute émission, il y a toujours une page de publicité. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Le peuple du bois, j'en ai 2 ou 3 dans mon sac, qui raconte l'histoire de tous ces acteurs de la filière, les bûcherons, les débardeurs, les gestionnaires. On les laisse parler, on les laisse s'exprimer, mais aussi les utilisateurs de la forêt, ceux qui vont courir, ceux qui vont faire du vélo, ceux qui vont à la chasse, etc. etc. Voilà, j'ai fini. La forêt, ni nature vierge idyllique à mettre sous cloche, ni usine à bois exploitée, mais un bien commun pour bien vivre et travailler mieux sur nos territoires forestiers. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et puis évidemment, je suis à votre disposition, je crois que ça donne un peu, pour répondre à toutes vos questions dans la mesure de mes possibilités, bien évidemment.